Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Zone de Turbulence consacré donc à l'actualité à Washington. On reçoit donc la Washingtonienne expatriée de passage par Paris, Tara Varma. Bonjour Tara. Bonjour Alexandre. Donc, Visiting Fellow à la Brookings Institution, notre source à Washington, mais vous n'êtes donc pas à Washington en ce moment puisque vous êtes de passage par Paris, ce qui veut dire que donc vous êtes hors de tout soupçon. Ce n'est pas vous qui brûlez des voitures en ce moment en Californie. Voilà, si jamais le FBI écoute, sachez-le, elle est donc insoupçonnable. Non, mais donc évidemment, on va parler de l'actualité aux États-Unis, de l'actualité politico-militaire et on va quand même dire un mot pour commencer de tout ça, parce que c'est du politique, c'est aussi beaucoup de militaires, puisqu'il y a la garde nationale. Donc, déployer des militaires, garde nationale et puis Marines. Alors, c'est pas exactement clair à l'heure où on enregistre mercredi. Enfin bon, ça a été dit, on ne sait pas s'ils sont encore arrivés. En Californie, et puis peut-être ailleurs, peut-être au Texas. En tout cas, une utilisation des forces armées sur le territoire américain pour réprimer des manifestations, ce qui... Même en France, où on a quand même des repères très différents sur les manifestations, la violence, etc., les forces de l'ordre, déployer des militaires pour les manifestations, on ne fait pas. Et là, ils sont apparemment sur le point de le faire, quoi. Et les États-Unis, d'ailleurs, ne le font pas non plus. La dernière fois que ça a été fait, c'était en 1965, en plein mouvement des droits civiques. Donc c'est vrai que les échos que ça a aux États-Unis sont assez négatifs. Et on voit des démocrates et des républicains protester contre cela. Donc peut-être, pour expliquer aux auditeurs, effectivement, il y a des manifestations depuis quelques jours contre les raids de cette agence qui s'appelle ICE, Immigration and Customs Enforcement. Donc c'est vraiment une agence qui a pris beaucoup de pouvoir, qui a maintenant le droit d'arrêter des personnes qu'elle soupçonne d'être illégalement sur le territoire américain. Donc on les a vus arrêter une femme d'origine chilienne qui était avec sa fille adolescente dans les rues de New York. Ils sont partis avec la mère. En fait, ils ont laissé l'adolescente toute seule sans avoir aucune solution de repli, sans chercher à expliquer... Enfin, sans prendre en compte, encore une fois, on l'a évoqué dans les épisodes précédents, d'avoir même un soupçon d'humanité, d'empathie. Et c'est vraiment maintenant une agence qui a pris énormément de pouvoir. Et donc, il y a des manifestations à Los Angeles qui étaient des manifestations pacifiques. Juste pour dire, il y a eu un moment quand même où, mais d'ailleurs c'était la promesse de campagne de Donald Trump, c'est les criminels, etc., on va les virer. Là, sous l'influence notamment de Stephen Miller, donc le directeur adjoint de cabinet, directeur adjoint de cabinet, ouais. Voilà. Qui lui est vraiment très très loin sur cette pente-là. Ils ont décidé en gros, je crois que leur objectif c'est 3000 par jour, 3000 réexpulsions par jour. Faut y aller beaucoup. Et donc ils ont décidé de raider les Home Depot. C'est, alors peut-être expliquer, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en France. Enfin, il y a sur les parkings des magasins de bricolage, des gens souvent immigrés qui cherchent à bosser, à faire des petits travaux manuels. Et vu que tout le monde le sait, ils se sont dit ils vont faire les parkings des Home Depot et là ils trouveront bien des immigrés qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est d'être probablement en situation irrégulière, et encore faudrait-il le prouver. Mais qui voilà, donc ils ont décidé de juste trouver tous les clandestins qui pouvaient s'ils peuvent. Exactement, ils ont décidé aussi d'avoir recours à la force militaire pour le faire, pour réprimer ces manifestations, mais effectivement vous avez parfaitement raison, l'idée c'est de faire du chiffre, ils ont besoin de montrer ces chiffres-là, et on est dans une administration qui est très ancrée aussi au XXIe siècle. Donc, ils utilisent les images de tous ces raids. Ils ont fait des ASMR de migrants arrêtés qu'ils renvoient dans des avions. Enfin, encore une fois, il y a vraiment... Les ASMR, c'est des vidéos censément relaxantes. Censément relaxantes, qui sont filmées au ralenti, où il y a de la musique un peu douce. Voilà, qui sont normalement censées être distrayantes et faire du bien, relaxantes, comme vous disiez. Là, on prend quand même des gens qui sont arrêtés, qu'on renvoie sans due process, donc vraiment sans aide légale du tout, soit dans leur pays d'origine, soit dans un pays tiers comme le Salvador, avec en précisant que par ailleurs, ils se plantent. Enfin, je veux dire, ça a été admis même par eux que, vu qu'ils font ça à l'arrache pour faire du chiffre, ils ne contrôlent pas, il n'y a pas de due process parce qu'ils soutiennent qu'il n'y a pas à avoir un due process, donc une audience avant d'expulser quelqu'un. Mais du coup, les audiences, ça sert aussi à établir la vérité. Donc, en fait, ils se plantent tout le temps et ils renvoient des gens et après, ça pose des questions de comment on fait, etc. Mais concrètement, c'est ça qui se passe et ils virent des gens à l'arrache.
Oui, avec une remise en cause totale de l'état de droit, on l'a bien vu. Kristi Noem, la secrétaire d'État à l'intérieur, a bien dit l'habeas corpus, donc ce qui constitue quand même le socle du droit aux États-Unis, n'est valable que pour les gens qui sont présents légalement sur le territoire américain. Donc là, encore une fois, allant totalement à l'encontre de la lecture classique de la Constitution américaine. Et on le voit vraiment, c'est ça qui est intéressant avec cette administration, une réinterprétation, réécriture de la loi en fonction de leurs intérêts, de ce qui les arrange. Et donc des choses qui étaient considérées tabous comme le recours à l'armée, à la force militaire pour réprimer une manifestation. Encore une fois, je veux dire, si l'administration Biden, même l'administration Bush, s'ils avaient fait ça, il y aurait eu des protestations à travers tout le pays. Là, ils le font. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir des réactions américaines. Mais on le voit avec Trump, il y a très peu de tabous. Il a en plus cette admiration et ce rejet pour l'armée. C'est très étrange. Il est quand même très méprisant vis-à-vis des soldats qui perdraient la vie au combat. Et en même temps, il organise pour son anniversaire, qu'il se trouve être le même jour que le 250e anniversaire de l'armée américaine, une parade militaire. Encore une fois, ça arrive très peu aux États-Unis. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1991, après la guerre du Golfe. Donc, George Bush Senior avait fait organiser une grande parade militaire qui avait été très controversée. Là, c'est aussi... Dans le chapitre, une page de plus au chapitre, ces trucs qui nous paraissent normaux et qui, normalement, aux États-Unis, ne se font pas du tout. Dans assez peu de pays, ça se fait, soyons honnêtes. Voilà. Mais d'ailleurs, on peut dire Donald Trump a eu l'idée du 14 juillet, quand il était venu en 2017 dîner avec Emmanuel Macron sur la Tour Eiffel. C'est là qu'il a vu le 14 juillet et c'est là qu'il a dit « Ah, c'est sympa quand même. » Absolument. Il était place de la Concorde et ça l'avait beaucoup impressionné. Il en avait beaucoup parlé dans la presse américaine ensuite. Et c'est vrai qu'à l'époque, la presse américaine avait interprété ça un peu sur le ton de la blague en se disant « Bon, il parle de faire une parade militaire, un défilé militaire, mais évidemment, il ne le fera pas. » Ça fait partie de toutes ces choses aussi qu'il n'a pas pu faire dans son premier mandat, dont il est revenu très frustré et qu'il a eu l'intention de mettre en œuvre dès son arrivée cette fois-ci. C'est ce qu'il fait en fait. Première opportunité. Donc encore une fois, la raison pour laquelle ça a lieu officiel, c'est le 250e anniversaire de l'armée, mais ce n'est pas anodin que ça arrive le jour de son anniversaire. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on est sur des trucs de dictateurs du tiers-monde quand même assez poussés. Je veux dire, ça ne peut pas être pas drôle. Enfin, je ne sais pas s'il y aura comme dans les parades militaires égyptiennes ou nord-coréennes, des mecs qui se cassent des bouts de bois ou jonglent avec du feu, mais tout est possible. Tout est possible. Je pense qu'il faut, peut-être qu'on sera déçus, hein. Il faut à la fois pas avoir de trop grandes attentes, mais s'attendre un peu à tout. Mais je me demande effectivement comment ça se sera interprété. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura des manifestations parallèles de citoyens américains ailleurs dans Washington. En fait, toute une partie de Washington va être bloquée. Ce sera à Washington. Ce sera absolument à Washington. Donc c'est aussi l'objet d'un contentieux entre la maire de Washington, Muriel Bowser, et l'administration, parce que ce défilé militaire va détruire toute une partie des avenues de Washington qui sont quand même souvent usitées par les Washingtoniens. Et il y a tout un débat autour de qui reconstruit les rues démolies de Washington. Parce que rappelons à tout hasard que si on fait rouler des blindés chenillés sur une route normale, au bout de 2, elle est détruite parce que le béton n'est pas fait pour avoir des engins blindés. Donc oui, ça va être... Voilà. Ils vont essuyer les plâtres d'un certain nombre de trucs, oui, c'est sûr. Et la Maison-Blanche, le gouvernement américain est en charge de définir le budget pour Washington, qui n'est pas un État. Donc il y a tout un débat aussi de politique intérieure qui est intéressant. Avec le twist supplémentaire en plus que Washington est une ville extrêmement démocrate et qui vote extrêmement à gauche. Et que... Ce qu'ils ont l'intention de changer. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est intéressant. On voit toute une partie des tech bros qui achètent des maisons de milliardaires à Washington pour 25-35 millions de dollars. Ils ont l'intention d'occuper certains des quartiers les plus chics, Georgetown, qui est aussi un quartier universitaire. Et donc, on voit qu'ils ont envie de se réapproprier Washington. Il y a vraiment cette idée que le déséquilibre est trop grand. C'est vrai que la ville de Washington a voté à 93% pour Kamala Harris aux élections en novembre 2024 et donc seulement 7% pour Donald Trump. Ils ont vraiment l'intention de rééquilibrer ça et cette idée qu'on a déjà évoquée. Un milliardaire à la fois, ça ne va pas faire basculer. Non, mais en fait, si c'est toujours une personne, un vote, a priori. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de transformer la ville. Donc évidemment, licencier l'intégralité de l'équipe de USAID, l'agence d'aide au développement, ça y contribue. Toute une partie des gens au département d'État qui vont être licenciés. Pareil pour le département à la défense, c'est des gens qui ne vont pas immédiatement retrouver un emploi. Et en fait, pour lesquels Washington était un peu l'endroit idéal justement pour trouver du boulot. Si toutes ces opportunités disparaissent à Washington, en fait, il va y avoir tout un flot de gens qui vont partir. Je ne sais pas où ils partiront. Donc remplacer les fonctionnaires par des milliardaires. Peut-être même des millionnaires, s'ils sont sympas.
Mais voilà, je pense qu'on est à un moment donné, en fait, quand même de bascule. Il faudra voir comment cette parade militaire se passe, si c'est quelque chose qu'il fait seulement une fois ou s'il a l'intention de la réitérer. Parce que cette année, donc, 250e anniversaire de l'armée, mais l'année prochaine, c'est le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Probablement. Et ce sera toujours son anniversaire. Ce sera toujours son anniversaire, mais je pense qu'il fera quelque chose pour le 4 juillet, là, pour le coup, peut-être, et non pas le 14 juin. Mais il y aura une vraie question de savoir s'il a l'intention de reproduire cet exercice. À quel point est-ce qu'il aura envie d'impliquer l'armée dans les affaires intérieures américaines. En fait, est-ce qu'on est en train de passer des caps? Il faut toujours une question avec Trump, je trouve, depuis qu'ils sont arrivés, et son équipe, quand ils font quelque chose qui dépasse les bornes de ce qui était acceptable, est-ce qu'ils le font pour une fois ou est-ce que ça va être quelque chose de répété et qu'ils ont l'intention, en fait, de briser le tabou dans nos esprits pour nous faire comprendre que ça peut être réitéré, ou si l'idée juste c'est d'accumuler ces actions qui nous auraient semblé inacceptables, qui sont illégales, qui vont à l'encontre de l'état de droit, pour qu'il n'y ait plus de place en fait pour réagir, pour respirer. Et on voit qu'il y a une forme de réaction. Donc justement, le gouverneur de Californie, où ces protestations ont eu lieu, Gavin Newsom, il a été vraiment pris à partie par l'administration. Lui a fait un grand discours hier, mardi 10 juin, en disant maintenant l'heure est venue de résister. En fait, c'est un démocrate, parce que Tom Homan, le tsar de l'immigration qui a été nommé par Donald Trump, a évoqué l'idée de l'arrêter, parce qu'il était opposé au fait que la garde nationale ait été mobilisée. La garde nationale a été mobilisée contre son avis, contre son accord. Là aussi, normalement, c'est pas censé se faire de cette manière. A fortiori par Donald Trump, qui se fait l'avocat des États. Il passe son temps à dire l'État fédéral est beaucoup trop gros et far-reaching. Donc vraiment, il s'intéresse un peu à trop de choses. Il faut que ce soit les États eux-mêmes qui décident pour eux. Et donc là, on le voit bien, quand c'est un État démocrate dirigé par une personnalité qui pourrait être un des candidats démocrates à l'élection présidentielle, en fait, il y a une forme d'attaque à l'opposition aussi qui rentre dans cette logique d'autoritarisme compétitif, qui est un peu l'expression qui circule en ce moment pour définir ce qui se passe aux États-Unis, dans cette bascule de régime un peu. Oui, alors autoritarisme compétitif, c'est une manière de dire pour des gens des semi-dictateurs autoritaires, mais qui tiennent quand même des élections. Exemple caractéristique, c'est Erdogan ou Orban, etc., qui sont des bons... Sauf qu'ils ont mis, on le sait bien, 10 à 15 ans avant de faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Trump, il est au pouvoir depuis 5 mois. Mais c'est, soit dit en passant, Trump a fait une blague au sujet de Gavin Newsom en disant est-ce que vous allez l'arrêter parce qu'il a commis un crime. Il dit son crime, c'est d'avoir été élu gouverneur parce qu'il est très mauvais. Et ce qui... pris littéralement, veut littéralement dire, bon, en fait, faire un gouverneur qui m'est opposé, c'est un crime, ce qui est vaguement problématique si c'était... Mais en même temps, c'est la grande force de Trump, d'avoir un humour qui est réel, qu'on a souvent sous-estimé, mais avec lequel il s'en sort assez régulièrement quand même. Parce qu'il est aussi très premier degré. Donc oui, il a de l'humour, mais en fait, c'est quand même souvent difficile de savoir quand il est sérieux, quand il plaisante, et parfois même quand il plaisante, en fait, il y a un fond premier degré dans ce qu'il a dit. Et ça peut être interprété d'un certain nombre de manières. J'étais en train de chercher, parce que j'avais fait un épisode il n'y a pas si longtemps sur le Canada avec Philippe Lagacé, où on parlait de ce truc de Donald Trump qui fait des blagues, on ne sait jamais jusqu'où ça va, il peut toujours être pédalé. J'ai un auditeur qui m'avait écrit, qui m'avait dit qu'il y a un concept qui est pertinent, qui s'appelle le Schrödinger's douchebag, qu'on appellerait peut-être le connard de Schrödinger, qui est une manière de dire quelqu'un qui fait des blagues en permanence et qui s'abrite derrière l'humour et qui ajuste en gros la réaction, la position réelle en fonction de la réaction de l'interlocuteur. Et c'est assez vrai pour Donald Trump, c'est-à-dire il fait des blagues qui sont... Bon, une fois qu'on est habitué, il y a une petite veine comique à ça, et puis il est toujours capable de faire machine arrière, mais en même temps, si ça passe, ça passe, etc. Et c'est hyper intéressant. Mais alors, pour revenir sur tout ça, il y a quand même un truc qui est avec les pays de droit coutumier. Ce que les États-Unis, c'est-à-dire où il n'y a pas un droit positif hyper constitué, des lois hyper claires, où on passe beaucoup par la jurisprudence, c'est quelque chose où forcément c'est plus difficile, c'est moins clair quand on va très clairement contre la loi explicitement formulée, et il y a très clairement une manière de Donald Trump de jouer là-dessus, de faire des jurisprudences, de faire des précédents, etc. Parce qu'il n'y a pas un corpus de droit positif constitué
qui s'impose aussi violemment qu'en France ou dans d'autres pays latins, quoi. C'est vrai, et en même temps, c'est quand même beaucoup le pays du droit, les États-Unis. C'est-à-dire que le recours ultime, c'est toujours de faire un procès, c'est toujours d'attaquer les gens en justice. Et jusque-là, la décision du droit, la décision du tribunal, quel qu'il soit, ou de la cour, était respectée. On pouvait ne pas être d'accord sur le fond politique avec la décision, mais c'était quand même quelque chose qui était respecté. Ce qu'ils ont réussi à induire là, depuis plusieurs mois, en fait, enfin, quelques mois, c'est l'idée qu'on pourrait contester une décision juridique si elle ne va pas dans leur sens. Ça, je trouve que c'est assez dangereux parce que ça signifie aussi que ce qui compte, et on l'a dit dans les épisodes précédents, c'est vraiment l'allégeance. Est-ce qu'on prête allégeance au président ou pas? Et en fait, même si c'est un juge conservateur qui a été nommé par Trump lors de son premier mandat, comme c'est le cas pour toute une partie des juges de la Cour suprême aujourd'hui, s'il ne rend pas de jugements qui sont en sa faveur, il va le prendre personnellement, il va le prendre contre lui. Et on le voit vraiment, ça, cette idée que ce qui compte, c'est la manière dont Trump l'interprète. Alors, deux choses. Première chose, c'est quelque chose qui est constitutif de l'histoire américaine depuis le début, puisque ce à quoi vous faites référence, c'est quelque chose qui a infusé, mais c'est une phrase de J.D. Vance qu'il avait déjà dit il y a assez longtemps, où il citait Andrew Jackson, donc au tout début du 19e. Je signale, soit dit en passant pour ceux que ça intéresse, je pense toujours le meilleur bouquin sur ce truc-là, sur ces racines profondes de tout ça, c'est Benjamin Haddad, qui est aujourd'hui ministre et qui avant était un très bon chercheur, qui l'a écrit sur le paradis perdu. Le paradis perdu. Je l'ai là quelque part. J'essaie de chercher le titre des yeux, mais je le trouve pas. Je le retrouverai tout à l'heure. Sur cette idée que, en fait, toutes ces tentations autoritaires, elles sont là, notamment dès le début du 19e. Et la phrase d'Andrew Jackson, c'était au sujet de la Cour suprême. On lui disait la Cour suprême pourrait s'opposer à une de ses décisions. Il disait « let them enforce it ». Donc, qu'ils le mettent en œuvre. Sous-entendu, c'est moi qui ai l'armée et pas la Cour suprême. Donc, quand la Cour suprême prend une décision, ça n'a de valeur que si moi je dis que ça a de la valeur. Bon, donc, mais... Et on le voit tester sur le droit du sol. C'est quelque chose qu'ils vont chercher à tester, effectivement, même si la Cour suprême rend un jugement qui est en sa défaveur. Je pense que let them enforce it. Quel pouvoir a la Cour suprême pour mettre en œuvre cette décision d'un point de vue très pratique? Ils vont questionner ça jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que voilà, on est dans un moment... encore une fois, où on est à bientôt 6 mois. Juste pour dire, oui. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, il y a eu cette décision de la Cour suprême où ils disaient vous devez faire revenir ce type qu'ils avaient admis avoir déporté par erreur. Ils ont mis le temps, ils ont tout tenté médiatiquement, juridiquement, etc. Mais là, ils l'ont fait revenir quand même. C'est vrai, parce que la pression sur eux n'a pas faibli de la part de l'opposition. Et en fait, ce qu'ils ont aussi vu, c'est qu'il y a un certain nombre de villes dans des États républicains, des villes républicaines, où des gens ont été déportés sans justification. Et qu'en fait, les électeurs républicains des villes en question se sont mobilisés pour faire revenir les gens. Et ils ont vu quand ça concernait... En fait, il y a certains cas qui ont été vraiment publicisés un peu partout, notamment au Texas, où les gens qui sont des électeurs de Trump, totalement convaincus par Trump, se sont mobilisés contre l'administration, et je pense qu'ils ont eu peur que ça provoque pour le coup un mouvement de leur propre parti qui irait à leur rencontre. Et là, ils ont compris, c'est là aussi où Trump est quand même parfois un fin politicien, ils ont compris que c'était pas tellement en leur faveur. Mais c'est sur cette personne, effectivement, Kilmer Abrego Garcia, qu'ils ont fait revenir, qu'ils ont... ils ont changé d'avis et décidé d'appliquer la décision de la Cour. En fait, il y a plein d'autres gens qui ont été déportés au Salvador qui ne font pas la une des journaux et, à mon avis, qu'on ne reverra pas de sitôt. J'ai retrouvé le titre. Le titre, c'était effectivement Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes de Benjamin Haddad. Puisqu'on en est sur les questions de potins washingtoniens, on va revenir sur la question de potins washingtoniens, parce que là, c'était extrêmement sérieux et c'était une discussion même assez conceptuelle qu'on avait. Évidemment, il y a eu peut-être le meilleur moment de Twitter, X, depuis que Elon Musk l'a racheté. Ça a été vraiment un très très beau moment où il fallait être connecté, parce que voilà, il y a eu cette espèce de bataille monstrueuse entre Donald Trump et Elon Musk. Très public, donc. Extrêmement public, mais à cette occasion, on a découvert des détails sur, la relation depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, que globalement, Donald Trump considère Elon Musk comme un camé, et que Donald Trump étant par ailleurs quelqu'un d'extrêmement prude, extrêmement hypocondriaque, etc. Avec un truc sanitaire très, très fort, qui ne boit pas d'alcool, hygiéniste, pardon.
qui boit pas d'alcool du tout. Donc, est-ce que ça a fait marrer tout le monde à Washington ou est-ce que ça a un peu inquiété aussi ? Je dirais les deux. Effectivement, au moment où c'est arrivé, on a senti que la ville s'était un peu arrêtée. Tout le monde était branché sur ce qui se passait. Moi-même, j'étais en réunion et j'avais des collègues qui m'envoyaient des captures d'écran parce que c'était vraiment de la surenchère. On voyait deux égos de mâles dominants qui s'attaquaient. C'était, comme je l'ai dit, très public. Ça, c'était un peu étonnant. Des attaques sous la ceinture, très personnelles. Et on sentait, c'est pour ça que les gens ont beaucoup utilisé l'analogie et la métaphore de la rupture amoureuse, parce qu'il y avait ce côté un peu rupture violente. Je pense que Musk, il y avait vraiment une question, on l'a bien vu dès le mois de janvier quand l'administration Trump est arrivée au pouvoir. La question, c'était de savoir à quel moment est-ce que ces deux personnes allaient effectivement aller au clash, allaient se disputer, dans quelle mesure. Tout le monde l'annonçait depuis très longtemps, et puis ça venait tellement pas, y compris pendant la campagne, qu'on a fini par se dire que peut-être qu'en fait ils étaient vraiment copains. En tout cas, Musk avait l'air tout à fait d'être au service de la mission que Trump lui avait confiée. Il était une personnalité très publique. Il assistait aux réunions du Conseil des ministres, Cabinet Meeting, ils appellent ça aux États-Unis. Il a fait des dégâts qui, je pense, sont quand même irréversibles. USAID, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a un certain nombre d'agences qui ont été supprimées aux États-Unis. Je ne pense pas, si une autre administration venait au pouvoir dans 3 ans et demi, qu'ils seraient incapables de la reconstituer. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui viendrait, mais il y a quand même des dommages très clairs. Il n'a absolument pas atteint la cible des 3 000 milliards de dollars qui étaient censés être économisés en renvoyant tous ces employés fédéraux. Évidemment, on n'y est pas du tout. Ça a totalement disrupté le fonctionnement de l'État. Bon, bref, ça, on pourra revenir précisément sur tout ce qu'il a fait, à mon avis, tous ces dommages assez graves qu'il a causés au sein du fonctionnement de la gouvernance américaine. Mais ce qui s'est passé, c'était une rupture entre deux personnes. Donc, il a quand même été question des Epstein Files, donc de ce millionnaire américain Jeffrey Epstein qui s'est suicidé dans sa prison, qui est accusé d'attouchement et d'agression sexuelle sur mineurs, et surtout d'avoir créé un réseau où il fournissait des mineurs à des personnalités très en vue en Europe et aux États-Unis, peut-être au-delà. Je veux dire, c'était un moment assez captivant parce que ça donnait la mesure chimiquement pure de ce qu'est Jeffrey Epstein pour... Ces gens-là, c'est vraiment un outil politique. C'est-à-dire, tout le monde s'en fout de ce qu'il a fait, c'est juste une manière d'accuser des gens d'être pédophiles en disant qu'ils connaissaient Jeffrey Epstein. Et on sait que Donald Trump connaissait effectivement très bien Jeffrey Epstein. Mais je veux dire, c'est pas... En fait, ça n'en fait pas un pédophile du tout. Mais c'était une énorme accusation. Et il a dit plein de choses. Et d'ailleurs, en fait, toute la complosphère a pété un plomb très peu de temps avant parce que le directeur du FBI et le directeur adjoint du FBI, donc Kash Patel et l'autre, Dan Bongino, qui sont deux fous furieux, mais justement deux fous furieux qui sont à fond sur les dossiers Epstein dans le temps où ils étaient juste podcasteurs de l'alt-right, etc. En fait, ont fait une conférence de presse en disant « en fait, il s'est vraiment suicidé, en fait, il n'y a vraiment rien, etc. » Donc ça a rendu la moitié de la complosphère folle parce qu'en se demandant s'ils étaient étaient manipulés. Et puis ils faisaient partie du truc. Et donc c'est captivant parce que Elon Musk a très bien su tilter ce truc-là, puisqu'il connaît assez bien la grade, puisqu'il en a forgé pour une bonne partie un certain nombre de codes maintenant à ce stade. Tout à fait. Il s'est dit, paf, on réallume le truc en disant Trump est dedans. De toute façon, c'est invérifiable. Et c'est le moment où, pour le coup, cette discussion en ligne très publique a totalement décollé, parce que les gens se sont dit, oula, ça c'est une accusation énorme. Il a dit plein d'autres choses dedans. Il a dit quand même que les États-Unis seraient en récession si jamais les tarifs n'étaient pas enlevés au deuxième semestre. Une autre déclaration d'importance, semble-t-il, mais effectivement, c'est la partie sur Epstein qui a vraiment fait scandale, et la manière dont Trump a présenté Musk comme cette personnalité sur laquelle on ne peut pas compter, qui est totalement décérébrée, qui n'aura plus accès au gouvernement. Voilà, on a vu cette surenchère, ça s'est arrêté d'un coup. Un certain nombre de sénateurs républicains ont appelé Musk en disant il faudrait vraiment là que vous vous réconciliez, ce serait très important. C'était affligeant, c'est cette personnalité très affligeante qui était Ted Cruz qui disait c'est comme voir ses parents se disputer quand ils divorcent. Ce qui montre tout de l'espèce d'état larvaire qu'ont pourtant les sénateurs républicains qui étaient traditionnellement des défenseurs si farouches du Congrès et de leur indépendance. Mais je pense que ce que Ted Cruz a exprimé, il a écrit ou dit à voix haute ce que beaucoup de gens pensaient tout bas, et ça les inquiétait aussi énormément
se demander ce qui allait se passer dans cette relation. Je crois qu'un certain nombre de parlementaires républicains étaient soulagés que Musk soit sorti un peu et ne soit plus cette personnalité omniprésente dans le gouvernement américain. Et en même temps, il y a quand même le fait qu'il ait supprimé tous les tweets là maintenant et qu'il ait un peu demandé pardon et que en fait la balle est dans le camp de Trump pour décider si la relation reprend. En tout cas, s'ils se remettent ensemble, si la relation repart sur de nouvelles bases, c'est quand même très intéressant. Trump, il a un peu besoin de Musk quand même parce qu'à un moment donné, un des tweets que Musk a supprimé immédiatement, c'est le tweet annonçant qu'il allait pas aider la NASA à ramener les astronautes. Ça, c'est un des tweets qu'il a supprimé parce qu'en fait, il a vu tout. Alors pour le coup, un certain nombre de ses followers qui disaient ça c'est vraiment choquant et c'est totalement anti-patriotique. Enfin, il y a une chose qui est votre dispute entre vous deux, mais là, si vous allez à l'encontre des intérêts spatiaux américains, ça ne marche pas. Donc ça, il l'a retiré. Il a retiré sa menace aussi et il a retiré tout le reste. Je pense que la menace de Trump, à mon avis, qu'il faut prendre encore une fois à demi au sérieux, de retirer à Elon Musk tous les contrats. Peut-être, il y avait un certain nombre de gens dans la complosphère aussi qui disaient qu'il fallait lui retirer sa nationalité américaine. Donc je pense qu'on c'est allé très très vite. C'est exactement ce que voulait Steve Bannon, qui est un opposant farouche à Musk. C'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même l'explosion de cette alliance de la carpe et du lapin qui a porté Trump au pouvoir, des tech bros avec leur argent et des rednecks. Je connais pas Steve Bannon parce que c'est un idéologue, mais bon, c'est comme ça qu'il se pose et c'est cette ligne-là de la coalition Trump qu'il incarne. Voilà, ce truc-là, c'est des gens-là qui ont tout pour se détester structurellement, qui s'entendaient un certain temps. Là, c'est en train d'exploser à grande vitesse. Mais il y a quand même une ligne parmi ces gens où ils se retrouvent tous, qui est le nativisme. Et donc, je pense qu'il y a quand même une partie des idéologues de la Silicon Valley qui peuvent tout à fait se retrouver avec Bannon, là où Musk était en désaccord sur le fait de venir des immigrés très qualifiés pour travailler dans les entreprises américaines. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui sont dans une logique telle que l'incarne Vance, en fait. D'être à fond dans le techno-futurisme, le techno-solutionnisme, mais que ce soit tout produit et pensé aux États-Unis. Et je pense que c'est là où il se retrouve. À mon avis, J.D. Vance, il fait vraiment bien le lien entre les tech bros et Steve Bannon, parce qu'il a cet instinct nativiste très fort qu'il a l'intention de continuer à mettre en œuvre. Et on l'a bien vu d'ailleurs, J.D. Vance, quand il a dû choisir entre sa mère et son père, il s'est rangé très vite du côté de Donald Trump en disant que ça avait été le meilleur leader sous lequel il ait jamais travaillé et qu'il était très heureux de faire partie de son administration, en lâchant Musk alors qu'il était un des soutiens de Musk. Et je pense que là on a bien vu que l'équilibre en fait du pouvoir s'est totalement inversé. Musk était très puissant il y a 2-3 mois, vraiment omniprésent. Pour le coup, Doge était à son apogée. Et Doge n'a pas disparu, parce que c'est important de le signaler aussi aux auditeurs. En fait, ils vont continuer à travailler. Les employés fédéraux ne sont plus requis d'envoyer les 5 bullet points toutes les semaines de ce qu'ils avaient fait la semaine précédente. Mais en fait, Doge continue d'exister. Donc, il va continuer. En fait, la destruction de l'État fédéral va continuer à se faire, juste de manière plus discrète et, à mon avis, plus durable et structurelle. Et voilà. Au demeurant, c'est toujours hyper intéressant de... Là, on a un truc parfait, encore un peu chimiquement pur, sur pouvoir économique contre pouvoir politique. Et on a beau dire que c'est l'argent qui domine le monde, etc. Non. En vrai, quand ça se cogne, vraiment, tout le monde choisit Donald Trump. Enfin, alors, il a de l'argent aussi. Mais dans l'histoire, enfin, c'est quand même... Le pouvoir politique reste, avec toutes ses prérogatives, de très loin, la force qui s'impose au pouvoir économique. Et les deux peuvent se rencontrer, se recouper. Mais là, on a une illustration encore que le pouvoir politique est ce qui domine un État comme ça. Alors vous, puisqu'on en était là-dessus, sur l'état de déstructuration et de mauvais fonctionnement de l'État fédéral américain, puisque ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à appréhender de France, comment est-ce que ça vous apparaît, quoi ? Ça va continuer. Par exemple, ils ont toujours en tête de quasiment supprimer l'IRS, donc l'agence des impôts, l'agence de collecte des impôts, puis qui s'occupe aussi de vérifier le statut fiscal des citoyens américains et des résidents étrangers. Ça, je vois pas du tout comment ça va fonctionner, parce qu'en fait... juste de disrupter... Peut-être que vous allez payer beaucoup moins d'impôts très rapidement. J'en suis pas certaine. In fine, je pense que ça sera rattrapé, mais ça va créer un vrai dysfonctionnement dans l'État, plus de ressources du tout. C'est par ailleurs l'accomplissement de ces mécanismes qu'on décrit parfois pour certains États européens, mais de
on coupe les revenus pour ensuite devoir couper l'État. C'est-à-dire, on casse la tirelire pour ensuite se légitimer de devoir faire des cures d'austérité. Certains voient ça dans des choses qui se sont faites en France ou pas, on peut y croire ou pas, mais en tout cas là, c'est un truc assez chimiquement pur de, en fait, on baisse les revenus, donc forcément, il faudra faire dégraisser l'État après. Après, encore une fois, c'est un truc qui est là depuis le début aux États-Unis, et puis l'antipathie envers l'État fédéral, la volonté de supprimer tout ça. La défiance, elle est là depuis les... En fait, la défiance à l'égard de ce que peut être l'État, c'est vraiment l'origine de l'indépendance américaine, et ça, c'est vrai que ça n'est jamais parti. Avec un État qui est devenu quand même pléthorique. Et avec un État pléthorique. C'est ça qui... Un Pentagone qui est devenu pléthorique, en fait. Parce que c'est vrai que les infrastructures aux États-Unis, c'est pas des infrastructures de la première puissance économique mondiale. Il y a pas... Ce vers quoi on va, mais c'est totalement la vision de Trump et pour le coup des tech bros, c'est davantage de privatisation. Et là, ça va à l'encontre de ce que pense Steve Bannon. Steve Bannon, il est en fait pour un État fort. Donc c'est là aussi où le Parti républicain a fait une bascule, c'est-à-dire qu'ils sont en faveur d'un État fort, de plus de sécurité sociale, d'aide aux plus pauvres. Je les défends pas du tout, mais c'est vrai que Steve Bannon, il a une vision de ce que l'État fédéral américain doit faire qui est totalement antagoniste de ce que pensent les tech bros. Et Trump, il est plutôt dans une logique où ça va aller vers davantage de privatisation. Et aux États-Unis, il y a toujours un premium pour tout. Donc plus on est riche, plus on a les moyens, plus le service public semi-privé auquel on a accès sera de meilleure qualité. On l'a vu dans les feux en Californie début 2025, il y avait des pompiers privés en Californie et donc certains pompiers qui accédaient à certaines maisons de personnes très fortunées plus vite que dans des quartiers totalement défavorisés. Encore une fois, c'est merveilleux, c'est le retour, enfin pour qui a vu Gangs of New York, c'est voilà, comment dire, le service public américain s'est constitué par l'agrégation de structures privées, etc. Et là, on est peut-être sur un mouvement de détricotage de ça qui est... Bon, enfin, je veux dire, après, vu de France, voilà, s'ils ont envie de s'autodétruire, ils n'ont jamais eu besoin de personne. Et enfin, je veux dire, c'est pas... Mais bon, ça n'est pas une erreur de l'histoire, ce n'est pas une absurdité. C'est une absurdité par rapport aux 70 dernières années. Ce qui n'est, même pour un État jeune comme les États-Unis, qu'un petit quart de son histoire, quoi. Et donc, toute la question, c'est de savoir à quel moment les gens vont protester. Il commence à y avoir des manifestations contre les raids anti-migration. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de protestations au fur et à mesure que, effectivement, l'économie en fait se porte mal. Si Musk a raison et qu'il y a une récession, en tout cas une situation économique vraiment très limite, très compliquée aux États-Unis, il risque d'y avoir un peu plus de protestations. S'il coupe tous les accès à Medicaid, Medicare, là aussi, en fait, les gens vont commencer à protester. Donc, et je pense que Trump est assez conscient de ça. Pour l'instant, ils ont menacé quand même un grand nombre de pays avec lesquels ils sont censés vouloir signer des accords de libre-échange ou des deals bilatéraux spéciaux. Et il ne se passe pas grand-chose. Avec la Chine, ils sont allés très loin, très vite, avec 145% de tarifs. Ils ont baissé les tarifs et on attend maintenant de savoir s'il y a effectivement un deal ou pas qui va être signé. Scott Bessent, le secrétaire au commerce, au Trésor, dit qu'il est optimiste aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Avec l'Union européenne, la date est fixée au 9 juillet de savoir s'il va y avoir un deal ou pas. En fait, le problème qu'on a, nous, Européens, mais en fait, à peu près tous les autres pays aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure ça vaut le coup même d'investir dans une négociation pour un deal avec Trump, puisqu'il est capable, malgré le fait d'être parvenu à un accord, de renier cet accord dès le lendemain ou le surlendemain. Et donc on soit obligé de recommencer à zéro à chaque fois avec des négociations très dures, un affichage en tout cas très dur, et finalement une négociation qui ne porte, qui n'est quand même pas très productive, qui porte pas tellement de fruits. Et je pense que ce moment où la confiance en l'allié américain, la confiance en les États-Unis, même comme lieu d'investissement intéressant pour des entreprises européennes, tout ça, c'est en train de vraiment de faiblir parce que le niveau de risque est trop important. Et on le sait, les ministres, les membres du cabinet le disent toutes les semaines, Trump décide tout. C'est Trump qui décide. Marco Rubio, qui est secrétaire, conseiller à la sécurité nationale, secrétaire d'État, archiviste, etc., il le dit en permanence. La seule personne qui prend les décisions concernant la politique étrangère et de sécurité aux États-Unis, c'est Donald Trump. Hegseth, secrétaire à la Défense, Pete Hegseth dit la même chose. Il dit c'est le président qui décide. Et on le voit, c'est pareil pour tout. Secrétaire à l'agriculture, c'est le président qui décide. Donc on est dans un moment où tout le monde se tourne vers Trump en se disant il va falloir essayer de trouver une manière de travailler avec lui. On sait qu'il répond beaucoup à l'idée d'une relation personnelle, de faire de la diplomatie interpersonnelle en permanence. Et je pense que c'est important pour lui d'être entouré de leaders européens et autres et qu'il aime être bien reçu en grande pompe.
Mais même s'il dit oui à quelque chose à un instant T où il se trouve qu'il est plutôt content et satisfait, je pense que les gens ici doivent comprendre qu'il peut aussi changer d'avis aussi radicalement. Et ça ne change... En fait, il arrive à le rationaliser pour lui-même. Nous, on aurait tendance à se dire, mais ça n'a aucun sens de faire ces allers-retours en permanence. Les intérêts des États-Unis risquent d'être mis en question. Ils ne voient pas les choses de cette manière-là. Et on a vraiment besoin de le comprendre parce que la diplomatie interpersonnelle, c'est bien. Et je pense que dans un deuxième temps, il faut vraiment qu'on se prépare à avoir des plans pour des accords en permanence. Il va falloir qu'on soit flexible et prêt à s'adapter. Donc, au niveau bilatéral, États-Unis et un autre pays, c'est déjà, je pense, assez difficile. Au niveau Union européenne, États-Unis, ça va l'être encore plus. Mais ça va être très important pour nous de le faire parce que c'est comme ça qu'il va fonctionner en permanence. Et il faut continuer à parler, je veux dire... Les ministres français doivent continuer à parler à leurs homologues américains, évidemment. Mais bon, leur espérance de vie au cabinet peut être très limitée. Et encore une fois, c'est vraiment Trump qui décide sur un grand nombre de sujets. Mais c'est intéressant parce que cabinet, encore, on pourrait dire c'est normal. Constitutionnellement, c'est pas absurde parce qu'en fait, c'est le président qui nomme le cabinet qui sont une sorte de dérivation de son pouvoir. Là où c'est intéressant, c'est que tout ça, beaucoup de ces choses-là sont des prérogatives du Congrès. Oui. Constitutionnellement, et ce n'est pas sujet à interprétation, à moins que... Enfin, je veux dire, c'est dans la Constitution américaine. Et alors, tant que le Congrès est vidé de ses prérogatives parce qu'ils sentent tous l'attraction politique de Trump et qu'il y a une majorité républicaine qui ne cherche qu'à plaire à Trump, bon... Et qui est très limitée, il faut aussi le dire, en fait. La majorité qu'ils ont, elle est vraiment... C'est une majorité très, très fine. Donc, le nombre de sujets sur lesquels ils vont accepter de se battre et d'en faire des sujets d'État sont très limités parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas capables de mobiliser tout le monde. Et on voit certains républicains s'opposer au président, mais les quelques républicains qui le font, je pense notamment à une sénatrice de l'Alaska, dit « En fait, je le fais à mes risques et périls. » C'est vraiment dangereux pour moi de faire ça. Et est-ce que finalement, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque ? Sa réponse est oui, parce que c'est effectivement la vitalité de la démocratie américaine qui est en question et la survie même de la démocratie américaine, mais c'est très difficile pour la plupart des autres. Merci beaucoup, Tara Verma. Merci, Alexandre. Bon retour aux États-Unis. Ça va être amusant.